Alors départ pour Comrat depuis Tiraspol. Finalement cette marche Rutka existe en dépit des renseignements que j'ai vus sur internet qui répétaient partout où je me renseignais sur tous les sites que pour quitter Tiraspol il fallait nécessairement aller vers Chisinau, ce qui n'est pas vrai. Et puis j'ai oublié ma bouteille d'eau, donc je vais avoir très soif pendant 2 heures dans cette marche Rutka non climatisée. Je viens d'arriver à Comrat en Gagaouzie, un territoire autonome au sud de la Moldavie. Donc pourquoi est-ce que je suis venu en Gagaouzie? Alors donc j'en suis à ma troisième vidéo de voyage après Chisinau, capitale de la Moldavie, et la Transnistrie, donc des destinations avec la Gagaouzie qui sortent un peu des sentiers battus. C'est pourquoi je fais un peu ces vidéos de voyage un peu à l'arrache, simplement avec mon portable et puis sans grand moyen. Et comme vous l'avez déjà constaté si vous avez regardé les 2 vidéos précédentes, sans connaissance technique particulière. C'est juste un témoignage de vacances. C'est papy fait un road trip, quoi. Voilà, ça fera des souvenirs, des choses à regarder dans quelques années par mon petit-fils. Alors la Gagaouzie, donc je vous dis, c'est un territoire autonome au sud de la Moldavie, et ce qui en fait un peuple très particulier, c'est son histoire. Les Gagaouzes sont des turcophones qui parlent donc le gagaouze qui est qualifié de langue turcique, mais les Gagaouzes eux-mêmes disent qu'ils parlent turc, et il y a vraiment une grande facilité de compréhension entre les Turcs et les Gagaouzes. Donc les Gagaouzes étaient un peuple qui vivait dans le sud du Dobroudja. Le Dobroudja, c'est une région qui faisait partie jusqu'au XIXe siècle de l'Empire ottoman. Le nord du Dobroudja est actuellement en Roumanie, avec pour ville principale Constanța. Et donc le sud du Dobroudja est en Bulgarie, avec la ville de Vama principalement. Et donc les Gagaouzes étaient depuis plusieurs siècles au sud du Dobroudja, qu'on appelle également la Dobrogé, autour de Vama. Début 19e siècle, 1812, la Russie annexe la Bessarabie, c'est-à-dire la partie orientale de la Moldavie, ce qui donne à peu près la République moldave actuelle. Et dans cette Bessarabie se trouve au sud une communauté musulmane de Tatars, qui sont également un peuple assez proche des Turcs, qui sont musulmans, et pour des raisons que je n'ai pas réussi à déterminer, le tsar Alexandre Ier décide d'harmoniser religieusement la Bessarabie, et nous disent les diverses sources historiques, les Tatars qui habitaient dans cette région sont, entre parenthèses, entre guillemets, incités à aller s'installer dans le nord de la Dobrogé, c'est-à-dire ils sont aujourd'hui, 200 ans plus tard, autour de Constanța, et le département, la Judec de Constanța en Roumanie, compte effectivement 10% de Tatars musulmans dans sa population. Et quand on dit inciter, on imagine qu'on ne les a pas invités cordialement au départ avec des fleurs et des allocs. C'est très certainement passé de façon beaucoup plus violente. Et on les installe donc autour de Constanța, au nord de la Dobrogé, actuelle Roumanie. Et on les remplace par une population qui n'habitait pas tout à fait au même endroit, les Gagaouzes, qui étaient eux au sud de la Dobrogé, autour de Vama. Et ils s'installent ici. La particularité des Gagaouzes, c'est qu'ils sont donc turcophones et orthodoxes. Donc on les a fait venir pour peupler cette région d'orthodoxes après avoir incité les Tatars au départ. Eux aussi, j'imagine qu'ils ont été déracinés de façon violente. 1990, c'est la déclaration d'indépendance de la Gagaouzie, proclamation d'indépendance des Gagaouzes qui veulent garder leur culture, et non seulement leur culture gagaouze, mais également leur culture russe post-soviétique très marquée. Et finalement, au bout de 4 ans, les Gagaouzes obtiennent un compromis de la part des Moldaves. Donc ils obtiennent leur indépendance sur un territoire qui est morcelé,
et la promesse, enfin c'est traité noir sur blanc, que si un jour la Moldavie devient roumaine, les Gagaouzi auront droit à un référendum d'autodétermination. Ils auront le choix de devenir roumains eux aussi ou pas, ou de devenir indépendants. Les Gagaouzi, les Moldaves, les historiens s'accordent à dire que le sang n'a pas été versé pendant les 4 années de tension entre la Gagaouzie et le gouvernement central moldave, donc de 90 à 94, à la différence de la Transnistrie. Enfin, les analogies s'arrêtent là en tout cas avec la Transnistrie. Alors je rappelle que la première des choses à faire lorsque vous arrivez en Moldavie, c'est de prendre une carte moldave pour avoir accès aux applications et pour pouvoir vous débrouiller tout seul pour trouver votre hôtel avec votre application Google Maps. Quand je suis descendu de la Marshrutka après 2h30 de route depuis Chișinău, j'ai demandé à des passants où était la Strada Victoriei, donc la rue de la Victoire, parce que c'est là que se trouvait mon hôtel. Plusieurs personnes m'ont tourné le dos avec un niet retentissant, alors que j'ai vite découvert que j'étais Strada Victoriei. Et les gens ne pouvaient pas ne pas le savoir, parce que c'est quand même une des rues principales de Comrat, avec la rue Lénine, c'est dire. Donc voilà, il faut absolument avoir accès à vos applications, de même qu'à Google Trad, parce que l'accueil partout et dans l'hôtel en tout cas, Medelean où je suis descendu est en russe, même mes rudiments de roumain ne m'ont servi à rien, donc j'ai découvert que les Gagaouzi parlent Gagaouzi en famille et même à l'école d'ailleurs et dans la vie publique, mais la langue de communication, c'est le russe. Il y a quand même 15%, il me semble, de la population gagaouze qui ne parle pas gagaouze, mais le roumain m'a servi à peu, au point que dans la Marshrutka, mais à la fin, quand j'ai quitté la Gagaouzie, donc là je fais cette rustine a posteriori, une fois rentré chez moi, mais j'ai demandé bien sûr au chauffeur combien je lui devais, je lui ai demandé de me dire en roumain, et il n'a pas su me dire 160 lei en roumain. Donc vraiment la connaissance du roumain est souvent très très faible en Gagaouzie. Donc carte SIM, application pour la traduction et pour vous débrouiller tout seul pour les déplacements. En ce qui concerne l'hôtel, j'ai regretté de ne pas descendre au Gagaouzi Sofrazi à 1,5 km de Comrat. C'est une sorte d'éco-village avec musée, restaurant, dans un cadre typique, pas excessivement cher. Et puis, donc, si vous n'êtes pas allé sur place en voiture, eh bien, c'est la possibilité, c'est de commander de demander à l'hôtel quand on vous appelle un taxi ou de le faire sur l'application Yandex. L'escalier de cet hôtel est pour le moins bizarre. Je ne sais pas si c'est un effort artistique, si c'est pour faire une prouesse architecturale. Alors, il est 20h45 et je suis en plein centre de Comrat à la recherche d'un endroit pour boire une bière. Voilà, 14 juillet, ça veut rien dire ici, en tout cas mi-juillet, un lundi soir. Alors, je ne sais pas si c'est parce que c'est lundi. Enfin, ça, c'est le bar central du village. Enfin, le bar central du village. Le bar qui est sur la place centrale de la capitale de la Gagaouzie. Je me dirige vers la rue Lénine, il s'y passe certainement quelque chose. Donc là, c'est la rue Lénine, j'ai de l'espoir. Voilà. Monument en mémoire des 12 hommes de Comrat morts pendant la guerre en Afghanistan. Un grand bâtiment officiel orange, c'est écrit en gagaouze, je sais pas trop ce que c'est, je sais même pas du tout. Alors il n'y a pas de plaque de rue, on ne sait pas où on est en fait. Enfin, si on regarde sur Maps, à la limite on y arrive. En même temps, savoir comment s'appelle cette rue me ferait une belle jambe. Mardi matin, 9h30, cette fois le marché, 2 km de longueur sur la rue de la Victoire est opérationnel. Il y a également des rues adjacentes que je vais aller voir de plus près.
Il y en a comme ça sur 2 kilomètres. Du miel à gogo. Une voiture soviétique, une Lada comme on en voit quelques-unes encore. Alors je me suis faufilé dans une petite rue adjacente, ou ce que je croyais être une petite rue adjacente, et j'ai en fait trouvé un dédale de plusieurs kilomètres, et je pense que c'est ça manifestement, le vrai bazar de Comrat. Les 2 kilomètres sur la rue de la Victoire ne sont manifestement qu'un débordement, mais on y trouve la même chose en fait que dans la rue de la Victoire. Et là je suis à l'extrémité, donc je vais remonter tout ça vers la rue de la Victoire. Pas du tout d'éclat de voix, pas de vendeur à la criée, les gens sont toujours très discrets, de temps en temps un peu de musique en russe, sans doute en gagaouz, en turc, en anglais, parfois j'entends du français aussi, Zaz notamment, et Edith Piaf. L'analogie a déjà été faite. Café en poudre très régulièrement, les gens qui vendent que ça. Je rends très volontiers hommage aux traditions locales en buvant des litres de glace, littéralement des litres de glace et de limonade en fait, donc de eau pétillante plus de jus de pomme servi bien frais sur les trottoirs. Mais j'ai aussi remarqué déjà hier ce Ponto Café, bien agréable. On y vend aussi des choses assez traditionnelles, bon, c'est parce que ce n'est qu'un latte macchiato, mais il est accompagné d'un Napoléon, une sorte de millefeuille russe, qu'on sert beaucoup ici, et qui est plutôt bon. Je profite aussi du fait que c'est un lieu avec des fauteuils confortables, des tables et la climatisation. C'est juste, c'est en face du marché. C'est vraiment tout près aussi de l'hôtel où je me trouve. Siège de l'administration territoriale de Gagaouz. Alors je filme ça presque nuitamment pour éviter la chaleur avec mon pauvre matériel, mais je pense que vous devriez quand même voir quelque chose. Et devant le siège de l'administration territoriale Gagaouz, le point de repère de Comrat, la statue de Lénine. Sur cette place extrêmement large, tout à fait encore une fois à travers la tradition soviétique et avant soviétique, la tradition de l'Empire russe. Alors là je me dis tiens c'est chouette, il y a un attroupement, il y a du monde, en fait c'est juste parce qu'il y a eu un accident. Alors il est presque 11h du soir. Et finalement dans le boui-boui sur lequel j'ai jeté mon dévolu, ça commence à s'animer. C'est quand même un petit peu jeune quand même. Hein. Je me croirais presque au boulot. Donc papy va aller se coucher, il va aller mettre la viande dans le torchon. Et puis finalement oui, je me plais bien ici à boire mon kvass. Demain je viens de prendre mon petit déjeuner et café avec des petits trucs locaux là. Des petites mignardises, un peu comme des viennoiseries, mais assez locales, je verrai ça. Et donc ça va, de toute façon que je crois que dans la vie, il faut trouver son boui-boui, ça c'est important. Et c'est vrai que demain ça sera sûrement plus animé. Point de repère facile à retenir pour ceux qui ont arpenté ou qui vont arpenter la rue Lénine. C'est le signe Comrat avec le cœur et les chevaux, et derrière, vous voyez, derrière le signe, enfin sur la droite au fond, vous avez le monument aux morts en Afghanistan, et derrière tout ça, sur la gauche, vous avez le musée Gagaouz. Okay. Here house from horses and with very heavy this stone cut and crush the wheat. And our horses house here. Here one man stand here and drive with these horses. Will be very heavy.
with the mill and Okay. make flour. This is seed don't use metal, use size of sunflower and make different distinction between the grains. Must be 50 Ça, centimeters. c'est pour planter les graines. Ah oui, c'est pour planter les graines de maïs à un certain intervalle. Here house one horse. Inceleg. This is row, Inceleg. row gold, and Zelensky. this is broad and seed. Donc c'est consacré au vin. Cultivated this is drop yards and have this is instruments. Donc ça c'est pour la fabrication, comme il me dit, du vin maison, du vin domestique, et ça, on utilise encore du matériel de ce genre avec ici la presse et des petits tonneaux. And I use here 3 kinds of different of grapes. Okay. One of is Cabernet, its name, our Moldova, and white grapes, its name Ottonel Muscat. La muscat, ouais. And when I mixed this is 3 kinds grapes, very good. So you do your own wine. Okay. In our tradition here in Moldova, we don't give tea when come friends in my house, in my family, and we used You give wine. white wine or red wine and make cook placenta. Placenta. Da. With cheese, used cheese over chips. Okay, and so you don't give tea, you give wine and the placenta to eat. So that's why I love this country. After that you can speak very high. Yeah. You speak more after a good glass of wine. And make different clothes, kurtka. Kurtka. Kurtka is the Shapka. Shapka kurtka. And This is to make the thread of wool. It's the roué in French. I'm not sure if it's roué. This is fit. That's it. Fruit. Tradition aussi, c'est la création domestique de soie, avec des cocons ici de verre à soie. Voilà les cocons de Bombix, du mûrier. Et moi je faisais ça à l'école quand j'étais gamin dans le Gard. Make this is Ok, un cocon donne 300 mètres de fil, mais ça se faisait beaucoup aussi dans le sud de la France, avec notamment en Ardèche, les fameuses bagnanarelles qui défaisaient les fils de soie dans de l'eau chaude. Alors, explication historique, donc ce monsieur me dit que les cocons qui étaient faits ici en Gagaouzie étaient amenés dans une ferme collective, dont un kolkhoz, à Bender, qui est maintenant en Transnistrie. Donc on leur prenait tout ce qu'ils avaient fait, et c'était ensuite de ça traité à grande échelle à Bender, donc c'est quand même... le territoire en question devait quand même être important. C'est des chaussures faites rapidement avec du cuir de porc. Ce monsieur m'a raconté que son papa lui faisait en 5 minutes avec un bout de cuir, des ciseaux, une corde. Il lui faisait ses chaussures traditionnelles. Voilà les textiles traditionnels là, que j'en ai bien trouvé. Ok. It's name lift in our language. It's name lifts. Ok, jewels. Yeah, jewels, ouais, les bijoux. Jewels, our parents can use for money because was it With coins. gold. Okay. We used gold here and Faute d'or, on faisait les bijoux avec des pièces de monnaie. Ok. can Oui, ce tableau représente le don de la dot au moment d'un mariage. On voit ici, donc, ça c'est la mariée, si j'ai bien compris. Et là, ce sont les objets qui constituent sa dot, son trousseau. famous people Donc, des who hommes, live now and des Gagaous célèbres, des élus. conduct of our autonomy. De l'époque de l'autonomie, si j'ai bien compris. Qui ont conduit l'autonomie, si j'ai compris le truc. Alors ça, c'est un panneau qui montre des photos du 10 novembre, qui est la fête nationale gagaouze, et qui n'est autre que la fête du vin, où les familles et les producteurs vont faire goûter leur vin sur les places, dans tous les villages et toutes les villes. Donc le 10 novembre, fête du vin, fête nationale gagaouze. Ça, là, il y a des gens d'Ukraine, de Bulgarie, etc., qui viennent aussi faire participer à ces fêtes gagaouzes et qui amènent du vin et de la bouffe. C'est une grosse bringue entre voisins à grande échelle, c'est super.
J'adore cet endroit et la passion de ce monsieur à raconter l'histoire et les usages de son pays, c'est fantastique. Et on vit juste aussi à une période charnière où il y a encore des gens, elle n'est pas extrêmement âgé, ce monsieur, 71 ans, mais des gens qui ont vécu des choses traditionnelles, quoi, qui ont connu la soie naturelle avant la fausse soie de Chine et qui ont et dont les papas, à qui les papas ont offert des chaussures traditionnelles. Voilà, nous vivons encore, je dirais, un peu la période, un peu la queue de la comète, je dirais. Tomorrow morning, I'm going to Chismikyoi. Do you know where it is? Chismikyoi. Vulcanist region. Ah, Vulcanist. Yeah. Okay. Is it a nice place? It's a nice area? And we have our flag here present three stars, similar to France flag. Yeah, that's it. Blue, white, and red. It is true. Yeah. And our autonomy, we have our president, we have our government, we have our parliament, we have our constitution, our hymn, stamp, flag. Okay. Here present our president, Evgenia Alexandrovna Butsu. Donc voici la présidente de la région autonome de Gagaouzie. Donc il m'explique effectivement l'autonomie, c'est un parlement, un gouvernement, un hymne national. Voilà, un drapeau, les symboles nationaux. So she's the Gagaouzian president. This lady, what's her name? Its name is Evgenia Gutsu. Okay. Can you tell me what you think of the president? Is she a good president? A very good president, and she won't make our autonomy and Moldova will be very good life in our territory. Margaret also was very strong woman. Yeah, the Iron Lady. And when was a problem with Falkland Islands, she made she went to war. And so you compare your president with Margaret Thatcher. Yeah, she's fighting. She's a strong woman. Il m'explique que les Gagaouzes habitaient en fait près du lac Baïkal jusqu'au 10e, 11e, ou 9e, 10e, 11e siècle, 11e siècle, je vois sur la carte, et se sont installés effectivement dans le sud du Dobroudja, où ils ont vécu jusqu'au 19e siècle. Alors entre les explications de monsieur et la carte, donc je comprends que la population gagaouze du sud de la Dobroudja, donc autour des villes de Vama et Shumen, là actuellement en Bulgarie, comme je l'ai expliqué dans l'introduction de la vidéo sur la Gagaouzie. En fait, cette population gagaouze, telle qu'on l'a trouvée au début du 19e siècle, s'est constituée entre le 9e et le 13e siècle et venait en fait principalement des bords du lac Baïkal. Et là, en fait, on trouve, monsieur me disait, des gens qui sont de culture gagaouze, mais qui sont en fait disséminés dans ce qui était en fait la partie occidentale de l'Empire ottoman. Il dit l'Empire ousmanien quand il parle de l'Empire ottoman. J'avoue ne pas voir la référence culturelle. Et là, ce qui m'intéresse, c'est que ce sont des monnaies tatares. Et je remarque qu'il me parle plusieurs fois des Tatars et qu'il y a une non-négation du fait que le pays a été habité par les Tatars avant les Gagaouze jusqu'à la fin du 19e et qu'ils ont été virés pour accueillir ceux qui ont été virés, donc les Gagaouzes qui, eux, ont été virés de là où ils étaient également. Ils sont vus un peu, j'ai l'impression, en tout cas dans ce musée, par ce monsieur, comme des compagnons d'infortune, les Tatars. Russia Army used this army. Its name Vintovka Musina was made in the 1898 here and campus. Very heavy was. Une carte ethnique de la Gagaouzie, je reprends ces termes, de la Moldavie, au nord des Roumains, des Russes ici, donc en Transnistrie, un peu élargie. Ici, donc, des Bulgares, et ici, donc, les Gagaouzes. Enfin, je pense que c'est quand même très schématique. And we show here national dresses of Bulgarian women, Gagaouzian women. Tenue traditionnelle bulgare, Gagaouze, pour les femmes, toujours. Tenue de l'homme avec le kalpak, le chapeau, la ceinture. Les fameuses chaussures traditionnelles en peau de porc, en cuir de porc. Donc ça, c'est effectivement, ça fait partie du trousseau de la mariée. Et bien sûr, le fer à passer. Elle marque une tradition qui peut être considérée comme très romantique, mais qui peut être interprétée très différemment de l'enlèvement de la mariée, si j'ai bien compris. Et ici, donc, moi, j'admire énormément, ça n'a rien de particulièrement gagaouze, mais c'est comme ça qu'on vivait à l'époque, ici comme ailleurs, avec ces magnifiques gramophones.
Voilà, des objets de piété avec cette croix et ces photos de la cathédrale. Voilà, donc ici donc c'est dédié à la religion chrétienne orthodoxe. Donc on baptise les bébés ici dans la cuve parce que les bébés orthodoxes sont baptisés par immersion. And that's the crown of the bride and the bridegroom. No, in Orthodoxy they have a crown on their heads, and this is to crown the bride or the bridegroom. Put in his hand and read Biblia, and all time she will live. The bride and the bridegroom. Oui, donc dans l'orthodoxie, le rituel veut qu'on mette des couronnes au marié et à la mariée pendant l'office de mariage et ils lisent la Bible. Alors ce que j'ai cru comprendre, c'est que c'est la couronne des martyrs. C'est une couronne qui symbolise les tribulations dues au mariage, mais ce n'est pas pareil. C'est une version peut-être un peu moins romantique. Donc ça, c'est nécessaire, je dirais, sur les objets liturgiques pour la fin du jeûne à Noël et à Pâques. Il y a 2 jeûnes en fait dans l'orthodoxie, enfin 2 carèmes. Et ça, donc, c'est pour la rupture du jeûne. Ça, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais ce sont des tampons, je dirais, c'est ce qu'il me dit, stamps, pour mettre des motifs sur le pain de la communion, en fait, dans l'orthodoxie, qui est du pain à lever. They was written in the Roman language. Here, Turkish language. Ah, ça, Bible en roumain avec l'orthographe en latin, l'alphabet latin, et ici, la Bible en turc, me dit-il. C'est peut-être bien du Gagauz, en adaptation Gagauz, les œufs de Pâques. Easter, Pascha. Pascha, Pascha usually. Alors, il me dit que l'église orthodoxe ici en Gagaouzie, qui dépend du patriarcat d'ailleurs de Moscou, célèbre en russe, en turc et en roumain. La culture, les chanteurs, les écrivains gagaouzes réputés. Ici, du mobilier traditionnel. Là aussi, des choses du bon vieux temps. Des magnifiques vêtements traditionnels. He founded this museum. Le fondateur du musée. C'est peut-être un masque mortuaire et les yeux fermés. Le même, je pense. Bon, les végétariens, vous ne regardez pas. Donc la faune locale, lynx. And this is gold eagles, very strong, very different ground, and very like kitchens. Ça, c'est pour David. Alors je ressors du musée ravi de la visite et il a vraiment fallu que je demande avec Google Trad si j'étais bien au musée national de Gagaouz parce qu'il n'y a rien n'indique, ni à l'extérieur ni en entrant. Ça paye vraiment pas de mine, en fait c'était passionnant et ce monsieur vraiment était vraiment très, très touchant, très sympathique. Il avait un regard pétillant, avec ses 71 ans, dans son visage, dans son regard, on devinait les traits, le regard qu'il avait quand il était gosse, quoi. Il avait un regard d'enfant, quelque part, tout en étant aussi très, très sûr de lui et très fier de beaucoup de choses, de toute la richesse de sa culture, à la fois gagaouze, moldave et soviétique. C'est vraiment, encore une fois, je me rends compte qu'il n'y a pas de... Enfin, j'ai pas l'impression qu'il y ait de la cancel culture, hein, en tout cas chez ces gens que j'ai rencontrés jusqu'à présent. Information voyageur, j'ai lu plusieurs fois sur les réseaux sociaux que le prix de l'entrée dans ce musée était de 2 à 5 lei, ce qui serait extrêmement peu cher. En fait, c'est 10 lei plus 100 lei pour la visite guidée, qui la vaut largement. La cathédrale Saint-Jean-Baptiste de Comrat, comme l'a expliqué mon guide peu scrupuleux au musée Gagaouz, a été consacrée en 1840, alors peu de temps après l'arrivée des Gagaouzes sur cette terre, puisque donc ils sont arrivés juste après la conquête de la Bessarabie par les Russes, et l'annexion a eu lieu en 1812. Vous voyez qu'il y a un monsieur là sur le toit, c'est peut-être un ange. Très belle cathédrale dans un très beau cadre avec le jardin central autour. J'ai vu ici à Comrat et sur le chemin aussi en fait en minibus depuis Tiraspol et puis en quittant Chisinau, des pubs de ce genre où on vous dit que si vous émigrez dans tel et tel pays, vous pouvez gagner tel ou tel salaire. Italie 1900, Israël 2004, Pologne 1200 €. Et ainsi de suite. Donc la France 2000 balles, l'Allemagne 1800 €.
la Slovaquie 1200, donc des incitations à l'émigration, beaucoup. Donc ça, c'est le nom de l'institution ou de l'entreprise qui fait, j'imagine, prépare les dossiers d'immigration vers ces destinations. Après 2 jours et 2 nuits passés à Comrade, je quitte la capitale Gagauz pour me rendre à Chismiquioy, où j'arrive après 2 heures et demie, encore une fois, de marche-routka. Et donc j'arrive dans ce village, dans ce gros village Gagauz, où j'ai fait une réservation dans une maison d'hôte qui appartient, d'après Airbnb, à une dénommée Ina, en fait à Ina et Dmitri, c'est ce que j'apprendrai. Et je ne sais pas encore véritablement ce qui m'attend dans ce village qui se trouve à l'extrême sud de la Gagaouzie et de la Moldavie, à la frontière avec l'Ukraine. Alors je suis à Chichmekioï et ceci est l'endroit, l'arrêt de bus où m'a laissé le minibus. Voilà. Enfin, il est de l'autre côté, là, l'arrêt de bus, mais peu importe. Alors, les 2 dames qui sont là ont eu l'air éberluées quand je leur ai demandé mon chemin. Déjà, quand elles m'ont vu, elles se sont rendues compte que je parlais ni russe, ni véritablement roumain, que je m'adresse à elles dans mon roumain vraiment rudimentaire. Et elles m'ont regardé avec des yeux écarquillés. Et j'ai mieux compris le témoignage de ces jeunes Français en Moldavie qui étaient venus en Moldavie par l'Ukraine, donc probablement peut-être dans la région ici. Enfin quoi, la frontière avec l'Ukraine est très longue. Et en fait, ils disaient que des gens, quand ils leur disaient qu'ils étaient touristes, les gens répondaient touristes, touristes. En fait, ça les fait rire qu'il y ait des touristes dans le coin. Alors la dame qui m'a donné mon chemin a prononcé un mot qui ressemblait à Centrum. Et en face de moi, j'ai une grande église, enfin en face, il faut encore que je descende et que je marche, et un grand bâtiment blanc. Effectivement, il faut que je descende et que j'aille dans la direction qui m'a été indiquée. Et ensuite, l'église et le grand bâtiment sont sur la droite. Est-ce que la dame me dit allez dans le centre et renseignez-vous, ou est-ce que la maison où je vais, c'est bien là, j'en sais rien. Info voyageur, si parmi vous, il y a des gens qui veulent venir à Chismiquioï, vous allez arriver par le minibus par là. Ne faites pas comme moi, ne descendez pas au premier arrêt mais au 3e. Vous allez passer devant cette pharmacie, devant ce monument, donc ce cœur avec le nom de Chismiquioï en Gagaouz, avec derrière, comme partout en Moldavie, des jeux d'enfants. Et un peu plus loin, vous avez l'arrêt de bus, le 3e, qui se trouve lui-même en face de la maison de l'amitié. Donc c'est vraiment très clair une fois qu'on le sait. Il y a un plan qui est sur l'annonce sur Airbnb, j'aurais dû le regarder de plus près. Ensuite de ça, c'est tout simplement Maps, vous tapez Harman avec un H et ça vous amène sur place en quelques centaines de mètres. Mes hôtes Dimitri et Ina m'ont amené voir du pays, un peu la campagne autour de Chismiquioï. Donc vous voyez ici à perte de vue des champs de tournesol et ici, donc ce sont les ruches de Dimitri et d'Ina. Enfin c'est surtout Dimitri qui en parle, qui a l'air d'en être très fier. Donc voilà, c'est des ruches magnifiques. Alors moi j'ai des amis et des voisins qui sont producteurs de miel, mais j'avais jamais vu ça d'aussi près. L'occasion s'était jamais présentée pour que j'aille voir vraiment des ruches et des abeilles en action comme ça autour de leurs usines. Il faut vraiment que je découvre ça au fin fond de la Gagaouzie, mais ça me fait très plaisir. Je suis en train de m'expliquer un peu ce qui se passe autour de moi, et donc ce petit village qui ne paye pas de mine commence à prendre de l'intérêt. Эти маленькие. Так, нам надо... Принеси мне тот компост. Des larves d'abeilles, j'avais jamais vu ça. Honey and this incubation little bee. C'est les larves, hein, nouveau. Wow, beautiful, it's impressive.
Ce sont des bébés abeilles, ce sont plus des larves, mais elles ne volent pas encore. C'est trop mignon. Jeudi 17 juillet, 10h du matin, il pleut, j'ai envie de dire il pleut enfin, il a plu hier déjà, là il pleut des cordes. Et c'est pas mal parce que j'ai pu voir les champs hier arides, le blé très peu monté mi-juillet. Et en fait, je suis content qu'il pleuve. Et puis, il devrait cesser de pleuvoir en tout début d'après-midi. Petit déjeuner russo-moldave, serniki, smentina, c'est la crème fraîche. Un petit gâteau à la cannelle en spirale, comme ils aiment bien faire les choses ici. Café, miel maison. Et enfin, du pain qui a l'air d'être du vrai pain. Ça fait très longtemps que je n'ai pas mangé. Ou du pain, en fait, un peu plus consistant que ce que j'ai mangé en Moldavie jusqu'à présent. Donc voilà ce que me sert mon hôtesse sans vraiment me demander ce que je voulais. Bon, j'ai demandé un petit déjeuner un peu consistant et j'en suis très satisfait. Donc les serniki, ce sont des sortes de petits pâtés au fromage. C'est super bon. Alors là, Ina n'a pas su me dire le nom. Elle me dit que c'était une sorte de cinnamon twirl en anglais, mais en fait c'est tout simplement une platchinta, mais maison, vraiment feuilletée à la pomme avec effectivement de la cannelle. C'est absolument excellent et c'est encore tout chaud, c'est génial. J'avais beaucoup aimé celle évidemment que j'ai mangé à Chisinau au restaurant La Placinte, mais enfin là c'est maison quoi. Donc après que j'ai pris un petit déjeuner pantagruélique au bon soin de Dina, en fait là maintenant Dima m'invite à venir, je trébuche, à venir voir l'extraction du miel, donc dans son état d'extraction. Derrière lui il y a la machine à extraire. Alors voilà la machine qui coupe au travail, donc ça coupe le miel. Mais après ça, je vois Dima qui prend le couteau et qui termine le couteau. Mais la machine a l'air quand même d'être bien utile. Et comme il dit, c'est un investissement. Parce qu'il gagne quand même beaucoup de temps avec ça. Alors, il m'explique que le gouvernement moldave va lui donner à une coopérative qu'il va monter avec 4 autres apiculteurs, $8 000 pour acheter d'autres machines pour pouvoir être plus efficace. Simplement, ce que je ne vais pas pouvoir m'empêcher de lui dire, c'est que son organisation telle qu'elle est maintenant, le jour où la Moldavie rentre dans l'Union européenne, c'est terminé. Moi j'ai vu ça en Roumanie, en fait, j'ai vu des exploitations de ce genre où c'était vraiment roots pour le fromage, pour le lait, et des familles qui ont complètement perdu leur autarcie, leur moyen de subsistance, à cause des normes dites sanitaires européennes. À Grenoble, un Roumain qui vit à Grenoble depuis avant, qui était un transfuge est-ouest du temps de Ceausescu, me dit que sa famille qui vivait en Transylvanie a été complètement ruinée. Ils avaient une exploitation laitière. Ils ont dû mettre et des pédiluves et des frigos et des machins selon les normes. Ils n'ont pas pu investir. Ils n'ont pas eu les sous pour le faire, ni l'argent de l'État, ni de qui que ce soit. Et ils se retrouvent dans des logements sociaux à Bucarest. Donc voilà, encore une fois, après l'Empire russe, après l'Empire soviétique, en passant par l'Empire ousmanien, eh bien c'est finalement, très certainement, l'Empire européen qui aura la peau des paysans moldaves. Bon, je parle politique, j'écris j'écris de longues diatribes contre le 4e Empire sur Google Trad, et pendant ce temps-là, lui, il bosse. Donc on va bientôt voir la centrifugeuse à l'œuvre. Je m'attarde sur ce meuble, cet immense meuble mural qui se trouve dans ma chambre, donc ici à Chismikioi. Et ça me fait penser au grand meuble mural qui se trouvait dans le restaurant, là au restaurant Retour en Union soviétique, à Tiraspol. Et Sergueï, mon logeur, m'avait expliqué qu'il s'agissait d'une stenka, un meuble mural typique de l'époque soviétique, où on se faisait à grand prix construire de gros meubles stenka en bois massif, mais qui permettaient de tout ranger, de mettre aussi quelques livres éventuellement dans les bon, on va voir mon reflet, c'est pas grave, sur les petites étagères qui sont ici.
Et puis on expose la belle vaisselle et les jolies choses dans les vitrines. Et puis le reste, c'est pour le rangement. Bon, je loue cette chambre où j'y suis chez moi, mais je n'ose pas quand même ouvrir forcément les portes devant l'objectif de mon smartphone. Mais en tout cas, vous avez compris le contexte. Et donc apparemment, ce meuble, j'ai quand même l'impression qu'il a été construit plus récemment. C'est pas du bois massif de l'époque soviétique. Mais apparemment, cette tradition de la stenka très pratique, comme grand meuble mural, entre guillemets, fourre-tout, et qui sert un petit peu aussi d'exposition et de vitrine pour les invités. J'ai l'impression que cette tradition a été reprise par l'industrie du meuble ici en très largement en Union soviétique, en tout cas dans l'ex-Union soviétique, en tout cas en Moldavie. Vendredi 18 juillet, en fin de matinée, je suis en route pour de nouvelles aventures. Je vous montre le puits avant ma promenade, là, avec cette jolie treille, avec des vignes grimpantes, comme j'en ai vu beaucoup ici. Donc le puits avec un dispositif électrique, c'est manifestement cette eau qui alimente la maison. Donc je fais bien, me semble-t-il, de boire de l'eau en bouteille. Et donc là je redécouvre ce que j'ai vu dans le sens inverse hier, en venant à pied. C'est donc le point de vue depuis la petite hauteur, depuis la colline où je loge ici à Chismikioi. Donc je vois que c'est vraiment un village extrêmement étendu. Beaucoup de maisons individuelles avec leur jardin, avec un jardin en tout cas du terrain autour. Et puis il y a un centre-ville en plusieurs morceaux où j'ai l'impression que ce que les gens d'ici appellent le centre-ville, ce n'est pas une réalité architecturale, mais un usage. On va appeler tel endroit le centre-ville. On pourrait, le voyageur que je suis, pourrait considérer un autre endroit comme le centre-ville. En tout cas, c'est vrai que c'est pas comme les villages français où vous avez un centre-ville autour de la mairie, de l'église, généralement une place et quelques commerces. Donc ça bouscule un peu les habitudes. Et je vois ici cette maison abandonnée. Je vais regarder ça de plus près. Je verrai certainement ce qu'il y a à l'intérieur. Ça m'en dira plus sur les maisons traditionnelles. Je viens de croiser un immense serpent. C'était vraiment impressionnant. Donc là, je suis près de cette maison. On voit les étagères, des caisses de gravats. Des gravats dans des caisses. Donc apparemment, quelqu'un a essayé ou a décidé de retirer tout ça, de nettoyer un peu. Mais ce qui m'intéresse surtout, c'est ça. Je ne sais pas si ça va bien se voir, mais en tout cas, c'est vraiment du pisé, du vieux pisé entier, je dirais du pisé sans pierre, mais par contre, il y a de la paille, et il y a une charpente en bois, et par-dessus, un revêtement en ciment avec une structure, avec un renfort en métal, et par-dessus donc un crépi grisâtre. Et puis comme on voit beaucoup ici, bon, on voit ça chez nous également, hein, on m'a conseillé de mettre ça sur mon poulailler. Ce sont des espèces de trucs ondulés, là, je ne sais plus comment on appelle ça, en carbo quelque chose. Mais sauf qu'à l'époque, on a mis ça, on m'a expliqué ça à Tiraspol, on mettait dans les années 40-50 des revêtements qui étaient cafis, comme on dit chez moi, d'amiante. Oui, alors là, je sais que c'est un point de vue qu'on aime bien montrer aux touristes, ce sont les ravins de Chismikioi. Je les vois d'ici. Voilà, véhicules hippomobiles, comme il en reste peu chez nous. Mais il y en a. Ah oui, je vois les ravins de Chismikioi là-bas. J'ai vu des photos comme quoi c'est the place to go en tant que touriste à Chismikioi. Ça, c'est une nouvelle fois un puits qui est manifestement entretenu et opérationnel. Donc il y a des gens qui s'alimentent en eau au puits. Un arrêt de bus plutôt sympa, décoré avec des tapis muraux, comme les maisons traditionnelles. J'ai vu en Moldavie beaucoup d'arbres fruitiers sur la voie publique. Donc je ne sais pas si c'est comme en France, où à partir du moment où un arbre est planté sur la voie publique, et même si un fruit pousse au-dessus de la voie publique, et même si le tronc est chez la voisine, eh bien on a le droit de le manger. En tout cas, il y a beaucoup de pruniers. J'ai vu des prunus par exemple en grand nombre. En France, c'est un fruit méconnu. Il y en avait un dans le jardin de mes parents quand j'étais gamin.
maison traditionnelle de l'autre côté de ce grand ravin. Alors les ravins de Chismiquioy sont indiqués par la population locale, notamment par mes logeurs, comme une curiosité touristique. C'est vrai que c'est impressionnant, je vais vous les montrer. Le problème, c'est que j'ai l'impression que les gens les utilisent pour jeter leurs ordures. Sont-ce des ordures que je vois là? Mais c'est vrai que c'est impressionnant. Le ravin, je veux dire. Le fait que les gens y jettent leurs ordures, c'est quand même dommage. Il faut dire que si c'est comme dans les campagnes françaises où maintenant il n'y a plus de ramassage, des ordures, il n'y a plus des boueurs qui passent, comme dans mon village par exemple depuis quelques mois, c'est vrai qu'il est tentant. Ça va revenir en France en fait, les décharges sauvages comme j'en vois une ici en Moldavie. Mais il y a un côté extrêmement sinistre de ces maisons grises, avec ce ciel, un ciel si bas qu'un canal s'est pendu comme l'a chanté Brel au sujet de la Belgique. Mais ce qui est surtout triste, on dirait que ces maisons sont abandonnées en fait. C'est un village qui est en train de se dépeupler fermement en fait, beaucoup Chismiquioy. Les gens vont trouver du boulot ailleurs. Hein. Donc parmi ces maisons traditionnelles, tristounettes de l'autre côté du ravin, il y en a qui sont habitées parce qu'il y a des rideaux aux fenêtres et des voitures. Et ça me fait toujours plaisir de voir que les endroits ne sont pas abandonnés, quoi. Que la Gagaouzie profonde garde sa population, donc son identité, son âme. La maison là, on voit qu'elle a la climatisation. Donc maison un peu tristounette, mais suffisamment moderne pour être confortable. Une dame avec le foulard sur la tête, comme c'est fréquent ici, même les jeunes femmes. Voilà, un petit triangle, un petit fichu sur la tête. Est-ce un château d'eau? Sans doute. Mais autour, il y a les structures identiques abandonnées. C'est pas très sérieux tout ça. Donc au bout, là-bas, juste à l'horizon, je crois que le contrefort des collines qui sont là dans l'objectif, c'est l'Ukraine. L'Ukraine, donc, qui est juste à côté, Chismiquioy est frontalier avec l'Ukraine. Donc, sur l'image, on voit l'Ukraine vraiment juste à l'extrémité de l'image, quoi. Ici, là, c'est l'Ukraine. Tout ça est extrêmement paisible. Encore une fois, c'est tout aussi paisible si je me balade autour de chez moi. Hein. Mais bon, là au moins ça me dépayse. Donc je monte vers ce grand bâtiment qui est pavoisé avec le drapeau gagaouze, le drapeau moldave et un écusson qui porte la faucille et le marteau et les initiales RSSM en cyrillique. Donc je sais pas, j'ai mal à cadrer parce qu'avec la lumière je vois mal. Donc c'est l'écusson de la Moldavie du temps soviétique, la République socialiste soviétique de Moldavie. Voilà, donc je vais aller voir de plus près. Alors on est dans le parc Lénine où il faut suivre la route d'après Dima. Je vais aller voir de plus près ce que c'est. Fonds national de développement pour le développement de l'agriculture et du milieu rural par le ministère de l'Agriculture et de l'Industrie alimentaire de la République moldave. Ça, c'est la maison de la culture avec le musée ethnique des Gagaouze. Donc j'ai déjà vu un musée Gagaouze à Comrat. En fait, j'aurais tendance à paraphraser Svetlana Staline, la fille de Staline, elle qui disait qui s'est essayée à l'Occident et qui a dit en revenant, quand on a vu un supermarché, on les a tous vus, j'aurais tendance à dire, la paraphrasant, quand on a vu un musée Gagaouze, on les a tous vus. Mais peut-être pas, je suis quand même très content de découvrir celui-ci. Tout ça pour ça, le musée est fermé. Bon, j'en ai déjà vu un qui m'a satisfait et rien n'est indiqué. Enfin, il y a marqué dessus que c'est la maison de la culture. Bon, enfin, je ne sais pas trop ce qu'il en est en ce qui concerne les heures d'ouverture. Lénine, plus vrai que nature. On voit écrit sur la stèle V. Lénine pour Vladimir Lénine. Hein. Je crois savoir que son vrai nom c'était Vladimir Ilitch Ulyanov. Et donc, encore un endroit où il n'a pas été déboulonné. J'ai l'impression que cette république autoproclamée Gagaouze 1990-1994 était également soviétalgique. Il y a une grande soviétalgique qui est demeurée ici plus qu'ailleurs, hein, en Gagaouzie. On n'est pas en Transnistrie, mais encore une fois, il y a pas mal d'analogies. Alors, ce panneau rouge comme il se doit nous explique que ce bâtiment à VI, Vladimir Ilitch Lénine, a été restauré en 2018 par la mairie de Chismiquioy.
avec des fonds du Parti communiste de RM, de République moldave. Mais c'est vrai que ça, entre deux drapeaux de l'Union européenne, c'est quand même un pays tiraillé dont l'avenir est quand même très incertain. Parce qu'on ne peut pas faire avec, et particulièrement pour la Gagaouzie, faire en même temps dans une Moldavie qui est déjà tiraillée entre le rattachement à la Moldavie, à la Roumanie, le rattachement direct à l'Union européenne, le rapprochement avec la Russie, et ensuite de ça, une Gagaouzie avec des velléités indépendantistes et de rapprochement avec la Turquie. C'est quand même compliqué, encore une fois, je leur souhaite le meilleur, bien évidemment. Alors, voilà les images les plus emblématiques d'un pays de l'ex-Union soviétique. Mis à part peut-être la Russie du coup. Mais en tout cas pour les 14 autres républiques, certainement. C'est le chantier soviétique abandonné, faute de crédit, en 1990-91. Voilà cette école abandonnée, donc ce chantier abandonné depuis 35 ans. Alors, de plus près, le point de vue que j'ai découvert de haut quand je suis arrivé il y a 2 jours à Chismikioi. Véhicule lui aussi tout à fait emblématique du pays. Et ici, c'est ce que j'avais noté dans mon carnet de voyage, sur ma feuille de route, comme étant la plage municipale. Mais enfin, sécheresse oblige. Mon maillot de bain est resté ici dans le sac à dos. Les pionniers, les premiers colons gagaouzes au début du 19e siècle avaient déjà construit une église orthodoxe à Chismikioi qui a été détruite dans les années 60 par l'Union soviétique. Et ensuite, un chantier a commencé ici donc en 2001. Et a été financé sou par les fidèles. Et finalement, l'église a été terminée un peu plus de 20 ans plus tard et dédicacée, en fait, consacrée en 2022. Donc c'est une église toute récente. Je ne peux pas la visiter parce qu'elle est fermée. En tout cas, on m'a dit qu'à l'intérieur, il y avait encore des murs blancs avec quelques icônes et qu'on attend des financements pour pouvoir recouvrir les murs de fresques comme c'est l'usage dans les églises de rite byzantin. Donc au-dessus de la porte, une icône et des deux côtés, vous voyez des haut-parleurs. Manifestement ici, comme à Chisinau, les chants sont diffusés à l'extérieur lors des offices. Peut-être et certainement pour encourager les paroissiens à venir participer à la slujba, à la divine liturgie. Partout, hein, dans toutes mes vidéos, là je pense que vous entendez les chiens, moi je fais même plus gaffe, c'est vraiment partout. Hein. Alors maintenant intéressons-nous à ce grand bâtiment avec ce mot, la Tostluk, qui veut dire en gagaouze et en turc et dans d'autres langues turciques amitié. Ce grand bâtiment qui est tellement grand, qui est entouré d'un grillage, d'une barrière verte. Donc j'ai du mal à m'approcher, je ne peux pas avoir un plan d'ensemble, il faudrait que je remonte sur la colline où j'étais il y a 2 jours. Donc cet immense bâtiment blanc qui a un côté complètement ubuesque, qu'est-ce que ça peut bien être? Si vous regardez cette vidéo, si vous avez regardé déjà mes vidéos sur Chisinau et surtout sur la Transnistrie, et si vous le regardez parce que vous avez un intérêt pour l'ex-Union soviétique et pas parce que vous faites partie de ma famille et de mes amis les plus proches et que vous regardez juste pour me faire plaisir, vous avez sans doute déjà vu des vidéos sur une ville de l'ex-Union soviétique qui est véritablement, comme je dis, café de ces grands bâtiments blancs immenses. Est-ce que ça vous dit quelque chose ?
Allez, encore un indice, ce symbole-là, cette étoile à 8 branches, très présente dans l'architecture musulmane, qui est un symbole dans l'architecture musulmane, donc de l'harmonie cosmique, alors que nous ne sommes pas en pays musulman. C'est l'école maternelle de Chismiquioy, une école maternelle conçue à la base pour 180 enfants, sachant qu'il n'y a que 80 enfants qui sont scolarisés dans cette école. Ina et Dima, mes hôtes, ils travaillent, ils interviennent de temps en temps, elle comme prof de français, d'anglais et de roumain, et lui comme prof de dessin pour des élèves donc de maternelle et de cours préparatoires, donc ils font de l'anglais très tôt. Ce que j'ai pas forcément vu dans les résultats quand j'ai essayé de parler avec la population, mais on a le même problème en France. Et donc en fait ces 80 élèves vont à l'école dans un bâtiment qui est prévu pour 180 élèves et 8 classes seulement, mais c'est absolument immense. Il y a un gymnase dedans, il y a une piscine, il y a une bibliothèque, tout est écolo en ce qui concerne l'approvisionnement en eau et en électricité. C'est également isolé contre le froid, le chaud, le bruit, etc. Tout de façon aussi écologique que possible. Donc classe haute technologie, tableau numérique et compagnie. Tout ça dans un village qui se trouve dans la région la plus pauvre du pays le plus pauvre d'Europe. Donc certains l'auront compris, c'est un cadeau du Turkménistan, dont le président de l'époque, Berdi Muhamedov, a dans son propre pays, le Turkménistan, rempli donc la capitale Ashgabad, de bâtiments en marbre blanc, au détriment des finances de son pays. Même les gens sont obligés de s'acheter des voitures blanches exclusivement, donc il était passionné par le blanc. L'actuel président s'appelle aussi Berdi Muhamedov, mais c'est son fils. Et donc c'est un cadeau qui a été fait par ce président et ce pays. Je pense que les finances se confondent. Il a été inauguré, donc le chantier a commencé fin 2015 et ça a été inauguré en 2017, ça a été beaucoup plus rapide que pour l'église. Donc le chantier, donc c'est trouvé le chantier pour cette maison de l'amitié, hein, c'est donc le nom de ce bâtiment. A été ouvert et cette maison construite, donc cette maison de l'amitié construite juste à côté de l'église, je ne sais pas s'il faut y voir un hasard ou nécessité. Donc geste du président Berdi Muhamedov père, effectué en faveur du peuple gagaouze, particulièrement des gamins de ce village, dans le cadre de ce qu'on appelle le nouveau panturcisme, à ne pas confondre avec le mouvement panturc plus ancien, qui est un mouvement de rapprochement entre les peuples qui parlent le turc ou des langues turciques, rapprochement qui se fait bien sûr autour de la Turquie. Le président Berdi Muhamedov père, donc qui a gouverné le Turkménistan de 2007 à 2022, a été décoré par la gouverneure Vla de l'ordre de la Gagaouzie pour le remercier pour cette école. Et donc on constate tout de même une fraternisation entre le pouvoir local gagaouze avec le régime turkmène, qui est une dictature qui d'une part pratique à peu près la même chose que la plupart des dictatures sur la planète, c'est-à-dire le culte de la personnalité, les arrestations arbitraires, la torture, et tout ça selon les rapports de Human Rights Watch et de Amnesty International, culte de la personnalité à l'extrême. Et une particularité aussi, si on peut dire, c'est le dépeuplement médical des campagnes, puisque les médecins, dans leur immense majorité, sont contraints de s'installer dans la capitale. Et en dehors de la capitale, même les hôpitaux ferment et donc les gens meurent sans soin, souvent pour des choses tout à fait qui sont tout à fait bénignes dans un pays comme le nôtre, ou dans un pays où il y a des médecins, quoi. Donc ce rapprochement entre la Gagaouzie et le Turkménistan est tout de même extrêmement surprenant.
monument en mémoire des fils de Chismiquioy morts dans la guerre, dite Grande Guerre patriotique de 1941-1944. Petite maison abandonnée juste à côté. J'aurais presque envie de l'acheter celle-ci. Ça pourrait être sympa. Un pied à terre en Gagaouzie, sans blague, ça me ferait plaisir. Un changement d'air, quelques semaines par an. Ça me changerait de ma maison en Pisé, de mon village en Dauphiné. En fait, le drapeau Gagaouze, il est bleu, blanc, rouge avec 3 étoiles. Alors c'est Dima qui me disait que le bleu, blanc, le rouge, ça rappelait la France. Moi, je pense que c'est plutôt l'honneur d'une autre puissance plus à l'est. Lui-même me disait qu'il était pro-russe jusqu'au début de la guerre en Ukraine, quoi. Et la guerre en Ukraine, de chez eux, on l'entend. Pourtant, c'est très à l'ouest. Enfin, on peut pas plus. Enfin, on peut être, oui. Enfin, non, on peut pas être plus à l'ouest en Ukraine que de l'autre côté de la frontière. Et donc ici en Gagaouzie, et il me disait que par 2 fois depuis le début du conflit, ils ont entendu des bombardements, ce qui me surprend beaucoup parce que des bombardements russes en Ukraine à la frontière moldave, si à l'ouest, moi ça me surprend, mais enfin, s'il le dit, il a certainement, il a évidemment pas inventé. Donc ils ne se sentent pas forcément très en sécurité, même s'il n'y a aucune raison que ni les Russes ni les Ukrainiens ne les envahissent. Voilà, donc il reste une partie aussi de la population, c'est aussi par rapport au drapeau Gagaouze. Les Gagaouzes ont donc un drapeau pour la Gagaouzie, pour l'unité territoriale autonome de Gagaouzie, je dirais un peu entre guillemets l'État autonome Gagaouze, mais ils ont un drapeau aussi ethnique pour les Gagaouzes en tant que peuple. Donc il n'est pas le drapeau des gens qui vivent en Gagaouzie et qui ne sont pas Gagaouzes, mais qui est aussi le drapeau des Gagaouzes hors Gagaouzie. 83% il me semble des Gagaouzes vivent en Gagaouzie. Il y en a en Bulgarie, et il y en a ailleurs en Moldavie. Bon, il y a certainement une diaspora de gens qui sont partis également. Il y en a qui pour le travail sont partis en Turquie du fait de la proximité linguistique. Et puis il en reste en Ukraine, bien que beaucoup de Gagaouzes aient été expulsés d'Ukraine après l'indépendance de l'Ukraine, à l'époque de la République autoproclamée Gagaouze. Donc entre 90 et 94, il y a de nombreux réfugiés Gagaouzes d'Ukraine qui sont venus par ici, et notamment dans la région de Chismiquioy, puisque c'est à la frontière. Donc ce drapeau Gagaouze, c'est un loup, symbole de protection. Donc c'est un animal vu positivement dans, je dirais, l'iconographie et l'imaginaire Gagaouze, sur fond bleu, puisque une des étymologies possibles pour le nom Gagaouze, ce serait en rapport avec le ciel, leurs origines célestes, la protection divine, la couleur bleue. Enfin, les linguistes, les historiens, les Gagaouzes eux-mêmes ne sont pas tous très affirmatifs là-dessus. Quel avenir pour le peuple Gagaouze? Ça, c'est une question profonde. La tradition est maintenue ici, manifestement. En Gagaouzie, on est Gagaouze majoritairement et on parle Gagaouze majoritairement. Inam a quand même dit qu'il y a un problème, elle voit avec ses enfants, c'est avec l'enseignement du Gagaouze à l'école. En Gagaouzie, il n'y a que 2 écoles de langue roumaine. Toutes les autres sont de langue russe. Ça ne me surprend pas. Et dans toutes les écoles de Gagaouzie, le Gagaouze est enseigné comme langue étrangère, en fait comme une langue étrangère. Et on apprend manifestement, alors elle enseigne l'anglais à des gamins qui ont à partir de l'âge de 4 ans, enfin manifestement il n'y a pas énormément de gens qui ont fait de l'anglais à partir de 4 ans ici, ça va, parmi ceux que je rencontre, ou pas efficacement. J'ai aussi beaucoup d'élèves qui font de l'anglais pour qui c'est pas très efficace, enfin, je le dis à mon grand dent. Mais en fait, le gros souci aussi, c'est que si on veut maintenir la culture et l'identité gagaouze sans leur apprendre la langue efficacement, c'est quand même difficile, même avec des profs de bonne volonté. Si les programmes d'une année sur l'autre et les méthodes ne sont pas assez solides pour enseigner une langue, ça ne marche pas. Et encore une fois, je suis depuis 32 ans payé pour le savoir. On nous impose aussi en France aux profs de langue des méthodes qui sont totalement inefficaces. Alors on essaie de passer outre, et sur le long terme, ça donne des millions de Français qui ont fait 7 ans d'anglais et qui n'en parlent pas un mot. Alors c'est pareil, j'ai l'impression ici en Gagaouzie, ou si à la maison on ne parle pas Gagaouze, le Gagaouze n'est pas transmis. Et c'est au point, ayant une femme qui n'est pas Gagaouze, c'est au point que Dima m'a dit qu'il ne parlait pas Gagaouze à ses enfants, il parle russe.
La maman comprend gagaouze, elle a tenu à l'apprendre, elle se désole du fait que l'enseignement à l'école n'est pas suffisant. Mais la langue du cœur, c'est le russe, et on parle russe à la maison. Donc ça aussi, si le gouvernement gagaouze, alors qu'il a le droit d'enseigner dès le plus jeune âge le gagaouze aux enfants, s'il ne le fait pas efficacement avec de vraies méthodes d'enseignement des langues, ça ne marchera pas. Alors pour en revenir à l'avenir de la gagaouzie, bien ce qui a permis à ce peuple, comme à bien des peuples, de conserver sa culture, c'est une certaine immobilité. Dans les mouvements de population. Donc c'est ça finalement, l'avenir de la gagaouzie, entre autres, c'est de deux choses l'une, soit le maintien d'une certaine immobilité démographique et la culture gagaouze survit et se développe, soit alors on en vient à de la mobilité géographique, démographique plutôt, et c'est la mort d'une culture, c'est ce qu'on appelle un ethnocide. Alors c'est peut-être très bien, mais il faut appeler les choses par leur nom. Quitte à trouver qu'un ethnocide c'est bien, alors il faut quand même appeler ça un ethnocide. Là je suis à côté de la maison de la culture et j'ai suivi les indications données par Ina pour aller acheter des souvenirs au photostudio. Mais il n'y a personne. Donc le photostudio c'est ça. Comme vous pouvez le voir écrit en cyrillique. Je vous présente Lydia. Bonjour Lydia. Dans son magasin, donc, qui est un studio photo à la base, mais donc elle vend des souvenirs et donc elle a sauvé la situation pour moi parce que donc j'ai pu acheter des petites choses sympathiques pour mes amis du boulot. Et puis donc voilà, dans cette échoppe, en toute modestie, donc j'ai réussi à trouver quand même des mugs. C'est déjà ça. J'ai vraiment failli rien trouver parce que rien n'est fait à cet effet dans ce pays. Mais en tout cas, voilà, je suis très content. Très généreuse. Lydia qui m'a offert une bouteille de vin, un magnet pour mon frigo, des bonbons, le café. On a passé un moment de discussion agréable. Grâce à Google Translate, qui est notre ami. Prieteno il nostro. Google Translate. Lydia m'amène ici dans l'école en fait. Donc elle a ouvert l'école pour moi. Et donc elle enseigne la peinture apparemment, elle me dit qu'elle faisait ça avec les enfants, donc c'est vraiment super. Donc ça c'est l'école primaire, hein, c'est pas l'école maternelle qu'on a vue de l'extérieur. Voilà aussi un travail artisanal qu'elle fait avec les enfants pour leur apprendre la chaîne et la trame. Et voilà le genre de choses que limite j'aurais aimé trouver moi. Pour que mes amies féminines du boulot le mettent sur leur tête. Waouh. Non mais c'est vrai que c'est voilà, encore un truc plus traditionnel par contre. Donc c'est l'école primaire de Chismiquioy, on voit le terrain de basket là-bas, les jeux d'enfants. Donc c'est là que Lydia travaille, elle enseigne donc la peinture, la sculpture apparemment, le tissage, donc les arts plastiques en fait d'une certaine façon. Je pense que ça correspond un peu à ce qu'on appelle les arts plastiques dans les collèges en France. Et Dima, lui, enseigne plus spécifiquement le dessin. Donc ils sont déjà deux, au moins, pour enseigner les matières artistiques. Et il y a certainement quelqu'un pour la musique et le chant aussi, j'imagine. Donc voilà, l'accent est mis sur la culture, sur la créativité, c'est super. C'est la dame de la situation. J'ai quand même trouvé enfin des petits souvenirs à acheter à mes amis du boulot. En fait, c'est ça, c'est que je l'ai dit plusieurs fois dans cette vidéo, il n'y a vraiment rien n'est fait pour les touristes. Donc elle fait ses mugs, au moins je les ai achetés sur place quoi. C'est pas quand même non plus comme si moi-même, c'est vrai que j'aurais pu faire la même chose sur internet, mettre des photos et faire des mugs de souvenirs de gagaouzie, sauf que là je les ai achetés en gagaouzie et chez une dame du coin. Je ne me lasse pas de ce paysage, tout simple. Les collines là-bas les plus au fond sont en Ukraine. Et puis voilà, donc Chismiquioy de l'autre côté du Yalpoug, donc la rivière qui, quand elle n'est pas à sec, irrigue la steppe bessarabienne. Alors je ne sais pas forcément si je vais pouvoir ce soir aller jusqu'aux ravins qui sont de l'autre côté. J'en ai déjà vu hier, qui sont de ce côté du Yalpoug et à côté de là où j'ai logé. Sinon ces ravins qui sont la curiosité locale. Alors ce que m'a dit mon logeur, c'est qu'il fallait voir les ravins. Bizarrement, l'intérêt que j'ai porté à la maison de l'amitié, il n'a pas forcément compris en tant qu'intérêt touristique. Mais je ne suis pas persuadé de trouver passionnant ces ravins.
Puis là je vais pouvoir passer sur ce pont ici, sans problème. Donc voilà, à nouveau je passe le Yalpoug. Le Yalpoug, ce sera mon Rubicon à moi ce soir. La steppe. Alors je me rends compte maintenant assez tardivement que j'aurais dû, et là je devrais protéger mon smartphone du vent quand je filme comme ça. C'est le problème de ne pas avoir un vrai matériel, quoi, de travailler avec un smartphone, enfin travailler, prendre mes petites images de vacances. Si je refais ça l'année prochaine, j'essaierai d'avoir du matos quand même. Oui, en fait, Ravin, c'est vraiment de la terre extrêmement friable. Donc, ce qui me surprend, c'est qu'il y a des maisons construites dessus, voire sous les petites falaises, quoi. Là, j'ai bien peur que si j'avance, je vais chez les gens selon une tradition familiale bien établie. Donc, je vais peut-être rebrousser chemin. Je parle toujours des petits chiens, des petits roquets, là, ils adorent ça. En Transnistrie aussi, avec ça. Luminosité, là, je sais pas du tout ce que ça va donner. Alors, il y a des maisons vraiment très traditionnelles, très jolies même, avec donc ce fameux ravin, comme dirait mon hôte Dima. Et voilà un petit lopin de terre avec de la vigne, qui donne ce vin, qui lui-même donne un des charmes les plus indéniables de ce joli petit pays. Voilà le vin domestique moldave. Va me manquer. J'en amène un petit peu. Je vais faire des cadeaux, mais ça va me manquer. Me voilà au terme de mon séjour en Gagaouzie. Je suis reparti à Chisinau en marche-route toujours. Alors cette fois, ça a été un long voyage, mais c'était direct. Et puis, j'ai pu repasser à nouveau une journée à Chisinau. Et donc, ma dernière journée en Moldavie se trouve à la fin de ma vidéo sur Chisinau. Donc, pour conclure sur ce voyage, en fait, j'ai vraiment envie de retourner en Moldavie avant de revenir. Là, pendant les quelques mois qui ont précédé mon départ, je me suis remis au roumain, pensant que dans un premier temps que ça me serait utile à Chisinau et en Gagaouzie. Mais en fait, en Gagaouzie, je me suis rendu compte pendant que je reprenais mes cours de roumain que en fait, en Gagaouzie, on parle très peu le roumain, ce que j'ai constaté sur place. Mais je me suis dit, je vais quand même continuer mes cours parce que ça me servira si j'y retourne, et notamment aussi si je retourne en Roumanie, ce qui est une dans mes intentions. Puis finalement, voilà, je me rends compte une fois sur place qu'à Chisinau non plus, on parle pas beaucoup le roumain, et que la langue qu'on entend spontanément au marché notamment, c'est le russe. Donc je retournerai en Moldavie pour voir la Moldavie roumanophone, c'est-à-dire la Moldavie profonde, la Moldavie campagnarde et de langue roumaine. C'est paradoxalement ce que je n'ai pas vu pendant ce road trip. C'est finalement la Moldavie majoritaire. Donc c'est sûr, j'y retournerai. Et peut-être ferai-je encore un vlog de voyage, mais en essayant d'améliorer la technique avec plus de matériel et fort de l'expérience de mes erreurs pendant ces 3 vidéos. Voilà. Donc je remercie ceux qui ont eu le courage de regarder cette vidéo, cette 3e vidéo jusqu'au bout, et a fortiori ceux qui ont regardé toute la série. Voilà, à très bientôt peut-être en 2026.